bonjour à tout le monde qui sont dans la salle. Je salue aussi, on a beaucoup de monde qui sont en ligne ce soir d'un peu partout du Canada. Alors merci d'être avec nous à distance et profiter de cette web diffusion comme ça. Donc cette conférence ce soir, les grands communicateurs, nous c'est organisé à la fois par la TELUC et la Toile des communicateurs. Donc la TELUC, la Téléuniversité, la Toile des communicateurs, nous sommes une toute petite structure de bénévoles en communication. Et notre mission un petit peu à travers ces conférences-là, c'est de ouvrir un peu la porte à la relève ou à des jeunes diplômés ou à peut-être des personnes qui ont moins d'expérience en communication. C'est pour ça qu'on fait venir chaque mois notre grand communicateur qui vient un petit peu partager sa passion ou son métier ou une facette du métier des communications. Ça fait 14 ans qu'on fait ça, on en est très très fiers et on n'est quand même pas tout seul. On a plusieurs partenaires qui nous appuient souvent depuis le début. Alors permettez-moi de les citer. Donc j'ai parlé de la TELUC bien sûr qui nous accueille, qui nous appuie. On est aussi aidé par l'Association des étudiants de la TELUC. Isarta aussi, le site de recherche d'emploi au Québec, sa bannière est là, nous appuie aussi beaucoup. Nous avons le groupe de recherche en communication politique aussi, avec qui on est partenaire depuis cette année. D'ailleurs, je pense que monsieur est ici, je le salue. Donc c'est un nouveau partenaire, on est très heureux de les avoir avec nous. Le canal Savoir aussi qui nous diffuse bien sûr régulièrement et surtout c'est aussi grâce bien sûr à tout le public qui nous suit soit en salle, soit sur Internet et tous les conférenciers qui nous font la confiance et le plaisir de venir nous voir à chaque fois. Justement, il y aura d'autres conférences cette année, ce n'est pas la seule ce soir. Vous avez eu, je pense, un petit pamphlet dans la main, alors je vais passer très, très vite en revue. Le 21 décembre, on parlera de YouTube avec Guy Bolduc. Le 25 janvier, on parlera avec le journaliste Jeff Yates, qui est aussi connu sous le nom d'Inspecteur Viral. On parlera justement des rumeurs et des faussetés sur Internet. Le 22 février, on parlera de Snapchat avec la conférencière blogueuse Nelly Brière. Le 29 mars, un autre sujet qui est toujours à la mode, le marketing par courriel, avec Pascal Gay de la compagnie Dialogue Insight. En avril, le 26, nous parlerons justement, ce sera la conférence parrainée par le groupe de recherche en communication politique. Ce sera Pénélope Daigneault, qui est professeure agrégée au département de communication à l'Université de Laval, et qui nous parlera des publicités négatives. Et la saison se terminera le 31 mai avec Mathieu Dugal, qui est animateur à Radio-Canada pour la Sphère, qui nous parlera du conflit un petit peu entre les médias de masse et les nouveaux médias. Si vous voulez plus d'informations sur la toile, je vous invite surtout à aller consulter soit notre site web, toile.coop, et nous suivre sur la majorité des médias sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. D'ailleurs, si vous voulez tweeter la conférence de ce soir ou la suivre, le hashtag pour toutes nos conférences, c'est toujours le même, c'est GCOMMS comme grand communicateur. Donc GCOMMS pour la conférence de ce soir. Petit point de logistique avant d'entrer dans le vif du sujet. On s'attend à une conférence qui va durer environ 3/4 d'heure, 1 heure. C'est à peu près ça. OK. Et une période de questions à la fin que j'animerai. Vous avez un petit questionnaire aussi qu'on vous a remis. Prenez le temps d'y remplir, on aime bien ça. En ligne, vous pourrez envoyer vos questions à Denis aussi. Si vous voulez inscrire votre adresse de courriel sur le questionnaire, ça veut dire que vous nous permettez de vous envoyer de l'information à propos de la toile des communicateurs. Il y aura juste ça, on garde l'adresse pour nous, on ne la communique à personne, rassurez-vous, mais une fois par mois ou quand il y aura des nouvelles conférences, vous en serez tenus informés comme ça. Un dernier petit point aussi, notre caméraman Tayaout est là ce soir qui fait un petit documentaire un petit peu sur nos activités. S'il y en a qui veulent, juste après la conférence, parler au micro, dire tout le bien qu'ils ont pensé de la conférence, on va enregistrer des petits clips comme ça, on aimerait savoir votre participation là-dessus, ça serait toujours bien agréable. Alors, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Entrons dans le vif du sujet de ce soir. Nous allons parler de l'accès à l'information. Il y a une loi qui est rentrée en vigueur en 1983, qui a un petit peu ouvert le bal de tout ça. Et alors, pour en parler ce soir, je pense que nous avons la personne la mieux placée qui puisse exister au Canada pour ça. Je reviens rapidement sur son parcours. Un baccalauréat en droit civil, un baccalauréat en common law à l'Université McGill en 88. Elle a aussi ensuite pratiqué le droit criminel. Ensuite, elle est rentrée dans la fonction publique et au sein du bureau de la concurrence en 1996. Depuis 2010, elle est commissaire à l'information du Canada. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre grande communicatrice ce soir, Madame Suzanne Legault, commissaire à l'information du Canada. Merci. Et je dois dire que je dois absolument mentionner le fait que ça me fait particulièrement plaisir de faire une présentation entièrement en français. C'est une opportunité qui ne m'est pas offerte très, très souvent, mais que j'apprécie fortement.
Alors, ce soir, je vais vous parler de l'accès à l'information. Et comme vous êtes un groupe de communicateurs, j'ai pensé que peut-être, avant de commencer ma présentation, peut-être vous mentionner, vous expliquer pourquoi l'accès à l'information, c'est important pour les communicateurs, les gens qui travaillent dans le domaine de la communication. C'est un droit qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui va être partie intégrante de votre travail et de votre vie en tant que communicateur aux personnes qui travaillent dans le domaine des communications. Et ce, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, que vous travaillez dans des institutions gouvernementales, que vous travaillez pour des députés à tous les paliers de gouvernement, que vous travaillez par exemple pour des sociétés d'État, Radio-Canada, Post-Canada, Via Rail, sont toutes des institutions qui sont couvertes par l'accès à l'information. Si vous travaillez dans le secteur privé, mais que vous interagissez avec des gouvernements pour obtenir des contrats, par exemple, SNC-Lavalin, toutes sortes de grandes entreprises, les entreprises dans le milieu pharmaceutique, les entreprises dans les transports aériens, toutes ces entreprises interagissent continuellement avec leur gouvernement. Les informations de ces entreprises, même lorsqu'elles œuvrent dans le secteur privé, se retrouvent dans les institutions gouvernementales à tous les paliers et cette information est sujet à l'accès à l'information. Si vous travaillez dans les communications, dans les différentes institutions, dans les bureaux de ministres, à tous les niveaux, vous allez devoir transiger avec les questions des médias relativement à des demandes d'accès et à des réponses qui ont été fournies par les différents gouvernements en réponse à des demandes d'accès. Alors voilà l'importance pour les communicateurs de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le droit d'accès à l'information au Canada, mais je vais aussi essayer de vous faire un peu le parallèle aux mesures de la conférence avec ce qui se passe au Québec ou quel est le modèle québécois, parce qu'il y a quand même quelques différences, mais essentiellement, c'est le même cadre législatif. Alors, l'aperçu de la présentation ce soir, je vais vous parler du droit à l'information. Qu'est-ce que c'est? Comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'importance de ce droit-là? Comment est-ce que ça fonctionne, grosso modo? Quel est mon rôle? Et puis ensuite de ça, je vous glisse un mot aussi de la question du gouvernement ouvert, parce que c'est une préoccupation de tous nos gouvernements maintenant. On parle ensuite de qu'est-ce que devrait être le droit à l'information à l'ère numérique. Et puis ensuite, je vous parle de quelques risques, justement, qui sont tout près et des préoccupations actuelles en matière d'accès à l'information. Mais pour commencer, je vous présente le parrain de l'accès à l'information, M. Andreas Chydenius, qui était un prêtre finlandais qui aimait faire de l'agriculture, mais aussi donnait des services médicaux, mais il est devenu membre de la Diète suédoise et il est devenu un grand défenseur et promoteur de l'accès à l'information. Et il est vraiment considéré le parrain de l'accès à l'information en 1766 au Royaume de la Suède. Alors, 250 ans, et d'ailleurs, la conférence de ce soir est particulièrement importante puisque la fête de l'accès à l'information, c'est le 2 décembre et ça va faire 250 ans dans quelques jours. Alors, la loi sur l'accès à l'information, on la retrouve vraiment, alors en Suède, comme je l'ai mentionné, mais après, il y a une vague dans les années 80 et on voit que le Canada et le Québec étaient en fait parmi les pionniers de l'accès à l'information, pas juste au Canada, mais dans le monde entier. Je vous présente les quelques pays où on avait des lois d'accès à l'information à cette époque. Mais nous étions vraiment parmi les premiers. Et par la suite, on a vu vraiment une prolifération de l'accès à l'information dans les années 2000. On retrouve maintenant plus de 100 pays dans le monde entier qui ont une loi d'accès à l'information. Alors, le droit d'accès à l'information confère au public le droit d'accès à l'information gouvernementale, c'est-à-dire l'information qui est sous le contrôle des institutions gouvernementales, à tous les paliers d'ailleurs,
municipales, provinciales et fédérales. Et la Cour suprême du Canada a vraiment rendu une décision très importante en 1997. Et là, elle a mentionné qu'effectivement, la loi d'accès à l'information a pour objet de favoriser la démocratie et elle le fait de deux manières. Premièrement, en s'assurant que les citoyens possèdent l'information nécessaire pour participer au processus démocratique et aussi pour s'assurer que les politiciens et les bureaucrates sont redevables à la citoyenneté. Alors, une décision très importante, c'est une décision qui a jurisprudence aussi au Québec et partout à travers le Canada. En 2010, la Cour suprême du Canada est allée plus loin dans son analyse et là, elle a déterminé que l'accès à l'information était en fait un droit dérivé sous l'article 2B de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège la liberté d'expression. Alors, c'est une décision très importante au niveau canadien. La loi d'accès à l'information a un statut qu'on appelle quasi-constitutionnel. Et là, la Cour suprême du Canada en 2010 a dit un peu plus encore, probablement un droit dérivé d'un droit constitutionnel protégé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. L'importance d'un prononcement de la sorte, ce que ça veut dire, c'est que la loi d'accès à l'information a préséance sur toute autre loi qui est mise en vigueur et qui est votée par nos différents paliers de gouvernement. Et ça, vous allez voir un peu plus tard dans la présentation, c'est extrêmement important. Si on veut enlever l'application d'une loi d'accès à l'information, il faut le spécifier clairement et spécifiquement dans une autre loi. Sur le plan international, les droits d'accès à l'information sont considérés comme des droits de la personne. La Déclaration universelle des droits de la personne, l'article 19, a vraiment consacré ce principe-là en 1948 et la protection du droit à l'information au niveau international fait partie de la Constitution dans plus de 50 pays. Alors, vous pouvez comprendre l'importance de ce droit-là et la façon dont j'essaie de l'expliquer aux gens. Souvent au Canada, je me fais dire, bien voyons donc, Madame la commissaire, ce n'est pas un droit de la personne. La raison pour laquelle, au niveau international, c'est considéré un droit de la personne, je vous l'explique, je l'ai vécu. J'ai visité des gens en Inde qui travaillent pour l'accès à l'information dans les villages. Et une des raisons pour lesquelles ils considèrent profondément que c'est un droit de la personne, c'est parce que s'il y a de la corruption qui n'est pas exposée lorsqu'on construit les écoles de leurs enfants, lorsqu'il y a des intempéries, l'école s'effondre sur la tête de leurs enfants et leurs enfants meurent. Alors, l'importance de l'accès à l'information dans un contexte de démocratie, ça revêt dans certains pays vraiment l'ampleur d'un droit de la personne et c'est pour ce genre de choses-là que ça revêt ce statut-là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La loi fédérale confère ce droit d'accès et donne ce droit à tous les citoyens et résidents canadiens. Ça couvre environ 250 institutions fédérales, le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le ministère du Secrétariat, du Conseil du Trésor, le ministère des Finances. Alors, tous les grands ministères, certainement, sont assujettis, mais aussi, comme je vous l'expliquais, Radio-Canada, Post Canada, les institutions portuaires, le port de Montréal, le port de Toronto, sont couverts par la loi d'accès fédérale. Et la loi québécoise confère un droit essentiellement similaire, comme je vais vous l'expliquer, mais pour des institutions provinciales. Les principes directeurs des lois d'accès à l'information, et ça c'est partout au Canada, c'est assez semblable un peu partout, avec peut-être un peu des mots différents, mais essentiellement, ce qu'on dit, c'est que l'information gouvernementale devrait être disponible au public. Et ça, c'est important qu'on comprenne que ça se retrouve dans nos lois quand on va parler de la question du gouvernement ouvert. Parce que les lois d'accès à l'information, en fait, ont toujours été écrites depuis les années 80 dans un contexte où il y a une obligation de la part de nos gouvernements de communiquer d'une manière proactive l'information qu'ils détiennent. Et ça, c'est reconnu dans nos lois. Deuxièmement,
Il y a des exceptions à la loi d'accès à l'information. Dans toutes nos lois d'accès, on protège certaines choses, mais ces exceptions se doivent d'être limitées et très spécifiques. Et j'y reviens aussi un peu plus tard. Troisièmement, un des grands principes en matière d'accès, les décisions des gouvernements pour donner ou non l'information aux citoyens doit être quelque chose qui est susceptible d'être révisé par un organisme qui est indépendant du gouvernement. Et voilà où la commissaire à l'information entrera en jeu. Les lois autorisent la divulgation, sauf certaines exceptions pour protéger des intérêts particuliers. Alors, on va retrouver toujours dans toutes nos lois au Canada des protections qui empêchent la divulgation dans les cas où il y a des enquêtes policières, par exemple, où il y a des questions de sécurité nationale. On retrouve aussi des exceptions pour les relations entre les gouvernements, lorsqu'il y a des relations, des discussions entre le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral. On retrouve des exceptions pour les renseignements personnels. Les gouvernements détiennent énormément de notre information personnelle lorsqu'on fait des rapports d'impôts, lorsqu'on fait application. Les gouvernements détiennent beaucoup de notre information personnelle. Les renseignements des tiers, quand je vous parlais des différents secteurs d'entreprise, transport aérien, pharmaceutique, etc., ce sont des entités qui déposent l'information dans les gouvernements, mais il y a une certaine protection pour les tiers qui déposent cette information-là lorsque l'information est de nature commerciale et sensible. Ensuite, on a aussi les renseignements qu'on appelle relatifs aux activités des gouvernements. C'est essentiellement des exceptions sur ce qui se transige dans les institutions gouvernementales au niveau du travail, d'avis et de recommandations entre les fonctionnaires et les différents paliers du gouvernement, quand les fonctionnaires font des recommandations aux ministres, lorsqu'il y a des discussions, des documents de politique qui sont développés, des définitions de programmes, quand on essaye de trouver différentes solutions et qu'on fait des recommandations, souvent, c'est des informations qui peuvent être protégées aussi, et aussi le secret professionnel des avocats qui détient aussi quand même une très grande protection contre la divulgation. Alors, lorsqu'on parle d'une révision indépendante du gouvernement des décisions de divulguer ou non, au niveau fédéral, il y a vraiment deux paliers. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, vous faites une demande au gouvernement, on ne vous donne pas toute l'information que vous avez demandée. Vous avez le droit de faire une plainte au commissariat à l'information. Voici le travail que nous faisons. Et il y aura aussi un deuxième niveau si mes recommandations ne sont pas acceptées à la Cour fédérale du Canada. Alors, essentiellement, la façon que ça fonctionne, je suis complètement indépendante du gouvernement. Je suis séparée de l'exécutif gouvernemental. Je me rapporte directement au Parlement. Ce sont mes patrons, alors la Chambre des communes et le Sénat. Les députés et les sénateurs sont les gens à qui je me rapporte annuellement. Notre fonction principale, c'est vraiment de réviser, de régler les plaintes des citoyens. La façon que ça fonctionne, on a vraiment... Lorsque vous faites une plainte, on va avoir les documents que vous avez reçus, c'est-à-dire les documents caviardés, et on a aussi accès à la copie non caviardée, et c'est de cette façon-là qu'on a l'opportunité de savoir si les exceptions que je vous ai mentionnées un peu plus tôt, les exceptions à la divulgation, si elles ont été appliquées de manière à respecter la loi d'accès ou non. Lorsque l'on termine notre enquête, on fait des recommandations aux institutions gouvernementales si on considère que de l'information supplémentaire doit être divulguée. Les institutions n'ont pas l'obligation d'accepter mes recommandations. S'ils ne les acceptent pas, j'ai le droit d'aller à la Cour fédérale pour faire valoir vos droits avec votre consentement. Au niveau du Québec, vous avez la Commission d'accès à l'information au Québec, qui est un tribunal quasi judiciaire, un tribunal administratif,
Et ils sont en commission, il y a différents commissaires, et ils ont le droit de faire des ordonnances automatiquement après avoir fait une audience. Alors, c'est une différence quand même assez importante au niveau du modèle de surveillance entre les institutions fédérales et les institutions québécoises. Quelle sorte de dossier on peut avoir, par exemple, en matière d'accès à l'information au niveau fédéral? Bien, celui que vous allez probablement reconnaître, le scandale des commandites qui a mené à l'enquête, la commission d'enquête du juge Gomery. C'est un dossier, en fait, qui a commencé avec une demande d'accès, en fait, 2 demandes d'accès d'un journaliste du Globe and Mail, Daniel Leblanc, qui a vraiment découvert, entre guillemets, le poteau rose et qui a mené à la commission d'enquête après une enquête de la vérificatrice générale. Mais c'est essentiellement un dossier qui a commencé avec des demandes d'accès à l'information au niveau fédéral. La tragédie du lac Mégantic, suite à cette tragédie ferroviaire et vraiment une tragédie sociale qui est arrivée au lac Mégantic, il y a eu énormément de demandes d'accès à l'information qui ont été faites au ministère des Transports au niveau fédéral, parce qu'ils sont responsables, en fait, sur la sécurité ferroviaire. Alors, il y a eu plus que 200 demandes qui ont été faites à ce moment-là et on a fait aussi plusieurs enquêtes durant cette période-là. L'accord du lac Meech, il y a eu plusieurs demandes d'accès aussi de ce côté-là pour aller essayer de découvrir quelle était la teneur, justement, des pourparlers, des décisions qui ont entouré un peu les pourparlers entre les différents parlers de gouvernement durant les négociations de l'accord du lac Meech. C'est souvent des informations qui sont logées aux Archives nationales. Les Archives nationales sont sujets à l'accès à l'information au niveau fédéral et il y a plusieurs chercheurs académiques qui font des recherches de ce côté-là et qui passent par l'accès à l'information pour ce faire. Et le dernier exemple, effectivement, les Jeux olympiques de Montréal de 1976 aussi, il y a eu des demandes d'accès, des plaintes, des enquêtes, etc., pour aller découvrir quelles étaient les mesures de sécurité entourant l'organisation des Jeux olympiques de Montréal. Alors, des exemples qui, certaines vous parlent, c'est des exemples que vous connaissez, des dossiers qui on pense en fait, qui se déroulent au Québec, mais qui ont des ramifications au niveau fédéral et qui effectivement sont sujets à des divulgations d'informations quand même substantielles suite à des demandes d'accès à l'information. La loi d'accès à l'information au niveau fédéral, comme je vous l'expliquais, est entrée en vigueur en 1983 au niveau fédéral, 82 au niveau provincial. Et juste pour vous replacer un petit peu dans le temps, en 1983, Time Magazine avait voté l'ordinateur, en fait, l'homme de l'année. On l'appelle sur la diapo la machine de l'année, mais c'était effectivement quelque chose qu'ils avaient à chaque année, c'était l'homme de l'année. Et si on se replace historiquement, quand la loi d'accès, en fait, nos lois d'accès à l'information sont entrées en vigueur, c'était là où on en était au niveau du développement technologique. Cette année-là aussi, il y a eu pour la première fois Microsoft Word qui avait été relâché comme première plateforme. C'était la première fois cette année-là qu'on pouvait commencer à utiliser Microsoft Word. Et aussi, c'est l'année où on est passé de la plateforme ARPANET à Internet. Alors, ça vous replace un petit peu. On a l'impression que c'est pas très loin, les années 80, mais au point de vue de changement de société qu'on a eu depuis ce temps-là, on a vraiment eu une transformation qui, à mon avis, est équivalente à la révolution industrielle du 19e siècle. On parle maintenant au 21e siècle de la révolution de l'Internet, la révolution des données numériques, et on est en train de profondément changer notre société. Et simplement pour vous donner un exemple, moi, quand j'étais enfant, mon père nous avait obligés à rester debout très tard pour voir le premier homme arriver et mettre les pieds sur la Lune. Je m'en souviens comme si c'était hier.
je devais avoir 1 an, non, c'est pas vrai, un petit peu plus vieille que ça, mais on s'en souvient. La raison pour laquelle je vous présente cette diapo-là, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vu à une conférence et la personne qui parlait nous a fait réfléchir sur la quantité de données numériques avec laquelle on fait affaire maintenant. Ce qu'on avait utilisé comme ordinateur, support informatique pour envoyer et faire le monitoring, excusez-moi l'expression anglophone, de l'envoi de la fusée pour avoir le premier homme sur la Lune, c'était des immenses pièces remplies d'ordinateurs. Mais maintenant, on a plus que cette capacité-là avec nos appareils mobiles. Et ça nous donne un peu une idée du défi qu'on doit rencontrer en matière de gestion de l'information. Et quand on parle de défis en matière de gestion de l'information, on parle de défis en matière d'accès à l'information. Et c'est pour ça que je vous présente ça, parce que le monde s'est complètement transformé de manière exponentielle depuis que nos lois sont entrées en vigueur. Mais en même temps, ce qui s'est passé durant cette période-là, c'est que la façon dont le gouvernement fonctionne s'est transformée aussi. Alors que le gouvernement et les gouvernements étaient plutôt insulaires, dans les dernières décennies, ce qu'on a vu arriver, c'est des gouvernements qui travaillent en partenariat avec le secteur privé. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'information du gouvernement se retrouve avec des partenaires du secteur privé, des partenaires des semi-privés. Les partenaires ont des sous-contractants. C'est extrêmement difficile maintenant de garder la trace des documents qui font partie du capital, si vous voulez, informatique ou informatif de nos gouvernements. En même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que nos nouvelles générations, à travers cette révolution numérique qu'on a vécue, qu'on est encore en train de vivre, les citoyens ont changé aussi. Je suis certaine que n'importe qui utilise un ordinateur aujourd'hui, si votre ordinateur ne répond pas absolument instantanément lorsque vous voulez faire une fonction sur votre ordinateur, tout le monde s'impatiente. À tel point qu'il y a différents programmes qui vont nous dire 2 secondes, 1 seconde, patienter. On est encore où il y a un petit icône qui tourne pour nous rassurer que l'ordinateur travaille. Mais tout le monde, on s'impatiente lorsqu'on vit cette situation-là avec notre ordinateur. Ça veut dire que l'expectative des citoyens canadiens, québécois, lorsqu'on veut obtenir de l'information, on n'a pas un très haut niveau de patience. Pourtant, l'année dernière, j'ai été obligée d'aller en Cour fédérale d'appel pour faire casser une décision d'un gouvernement qui avait décidé de s'octroyer 1110 jours de délai avant de répondre à une demande d'accès à l'information, plus que 3 ans. Alors, on voit qu'il y a une dissonance entre l'expectative des citoyens et la façon dont nos gouvernements sont prêts à répondre. Et de là, on a vu vraiment la prolifération de cette nouvelle philosophie, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de vouloir faire des gouvernements qui s'inscrit sous le jour du gouvernement ouvert. Alors, il y a plusieurs, maintenant, initiatives qui ont surtout commencé au niveau municipal à travers le Canada, les villes d'Edmonton, de Vancouver, d'Ottawa, ville de Montréal. C'était beaucoup plus au niveau municipal qu'on a vu des avancées au niveau du gouvernement ouvert. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont maintenant engagés dans cette initiative-là où on veut faire de la divulgation proactive de l'information, mais surtout au niveau des données numériques. On fait surtout de la divulgation proactive de ce qu'on appelle en bon français du open data. On donne proactivement des banques de données que les gouvernements colligent pour permettre aux citoyens de manipuler l'information et peut-être de développer des innovations technologiques avec des différents apps. Mais il y a d'autres aspects du gouvernement ouvert qui sont aussi particulièrement importants. Il y a certaines provinces un petit peu plus avancées où là, et au fédéral, on parle de ça aussi, où on parle non seulement de données ouvertes, mais on parle d'informations ouvertes et de dialogue ouvert. Et là, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut donner plus d'informations d'une manière proactive. Et la motivation derrière ça, c'est qu'on essaye
de développer un dialogue avec les citoyens pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'on essaye de développer des meilleurs programmes qui sont plus adaptés aux besoins des citoyens parce qu'on partage et on bénéficie de ce dialogue, et on essaye d'avoir aussi une plus grande efficacité dans nos gouvernements en ne pas perdant de l'argent en faisant des choses inutiles, en faisant des choses mal, en faisant des choses maladroites. Et alors, on essaye d'optimiser l'efficience des gouvernements parce que tous nos gouvernements sont en fait en contraction budgétaire. On essaye de sauver de l'argent, on essaye de dépenser de l'argent d'une manière plus judicieuse. Donc, le gouvernement ouvert, ce n'est pas seulement une ouverture au niveau des données ouvertes, mais c'est aussi une ouverture pour engager la population dans un meilleur gouvernement, plus axé sur les besoins des citoyens. Et avec le gouvernement ouvert, depuis environ 5-6 ans, on ne parle plus seulement de reddition de comptes, de transparence pour la reddition de comptes et la responsabilité des gouvernements, comme on le fait surtout en matière d'accès à l'information, mais avec la dimension du gouvernement ouvert, on parle maintenant d'efficacité et d'innovation. Alors maintenant, l'accès à l'information, ça implique le gouvernement ouvert et on parle de reddition de comptes, de participation à la démocratie, d'efficience et d'innovation. Voilà pourquoi, à l'ère numérique, le droit à l'information doit vraiment se transformer. Et j'ai fait l'année dernière un rapport qui s'intitule « Visée juste pour la transparence » où j'y ai fait 85 recommandations. Je vous assure, je me suis retenue parce qu'il y en avait d'autres qu'on aurait pu faire. Mes collègues à la Commission d'accès à l'information du Québec ont aussi déposé un rapport en 2016. Si vous ne le savez pas, la CAI a aussi un rapport qu'ils font à chaque 5 ans, un rapport quinquennal. Et cette année, ils ont fait aussi essentiellement les mêmes recommandations que j'ai faites dans mon rapport. Et je vous explique certaines de ces propositions parce qu'elles s'inscrivent justement dans cette modernisation nécessaire pour une loi d'accès qui doit s'inscrire à l'ère numérique et non pas ce à quoi je ferai référence maintenant, ce que j'appellerais l'ère du papier. Et nous sommes vraiment dans un autre monde. Première catégorie, on propose d'élargir le champ d'application à tous les organes du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau fédéral, par exemple, peut-être que vous vous souvenez de l'affaire qui a impliqué le sénateur Duffy avec le bureau du premier ministre Nigel Wright et toute la controverse qui a été soulevée autour de ça. Il y a eu beaucoup de demandes d'accès au niveau fédéral, au bureau du conseil privé, pour avoir accès aux documents qui avaient été ou qui auraient été élaborés relativement à cette affaire-là, le paiement, le fameux paiement du 90 000 $ au sénateur Duffy. Eh bien, les documents, la majorité se trouvait dans le bureau du premier ministre, le bureau du premier ministre au niveau fédéral, et d'ailleurs, les bureaux des ministres au niveau fédéral ne sont pas couverts par la loi d'accès à l'information. Vous pouvez vous imaginer que, en fait, les ministres qui sont responsables des différentes institutions gouvernementales, il y a en fait beaucoup de documents dans les bureaux de ministres qui devraient être sujets à l'accès à l'information, surtout si on se rappelle un des principes de la loi d'accès, c'est-à-dire la reddition de comptes des élus par rapport aux citoyens. Alors voilà une des recommandations quand on parle d'élargir le champ. Une autre recommandation, c'est d'élargir le champ d'application de la loi pour qu'elle s'applique, par exemple, à l'administration du Parlement. L'administration du Parlement au niveau fédéral, on parle, la Chambre des communes et le Sénat, plus de 500 millions de dollars. Alors, il n'y a aucune vraiment application de la loi d'accès à l'information pour toute l'administration de notre Parlement canadien, chose qui, à mon avis, devrait vraiment changer. La deuxième chose, l'obligation de documenter, je vous en parle un peu plus tard, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un contexte numérique aussi.
Il s'agit vraiment de s'assurer qu'il y a des documents qui sont créés. Si les documents ne sont pas créés, ils ne peuvent pas être sujets à l'accès, mais je vous en parle un peu plus dans l'autre section sur les risques, parce que ça, c'est une problématique qui est vraiment au premier plan en matière d'accès à l'information. Des délais plus serrés, je vous expliquais le dossier à la Cour d'appel fédérale, plus de 1000 jours avant de donner accès à l'information. Dans les dossiers du lac Mégantic, le ministère des Transports demandait en grande partie plus qu'1 an avant de répondre aux demandes d'accès à l'information, des délais qui vraiment ne sont plus réalistes dans notre société actuelle. Encourager une divulgation maximale. Je vous expliquais au début que la loi a comme principe directeur qu'il doit y avoir des exceptions limitées et spécifiques. Les définitions dans nos lois d'accès à l'information des exemptions que je vous mentionnais, les exemptions pour la protection des tiers, les exemptions pour les enquêtes, les exemptions en matière de sécurité nationale. Les exemptions sont définies d'une manière beaucoup trop large. Elles ne sont pas définies dans le temps, c'est-à-dire que si on applique, par exemple, une exception en matière de sécurité nationale, cette exception s'applique pour toujours. Il n'y a pas de temps limite à nos exceptions et c'est quelque chose qui n'est vraiment plus en ligne avec les standards internationaux en matière d'accès à l'information. Et on propose aussi d'avoir une identification claire dans les exceptions du préjudice qui serait subi par les institutions gouvernementales s'il y avait divulgation de l'information. Par ailleurs, on recommande aussi qu'il y ait une évaluation de l'intérêt public dans la divulgation. Et lorsque j'ai fait des recommandations sur ce qu'on considère comme étant dans l'intérêt public, j'ai mentionné aussi qu'il devrait y avoir des listes de certains critères, entre autres les droits de la personne. Je pense que ce sont des critères qui devraient s'appliquer, des préjudices à la santé des citoyens, des préjudices à l'environnement, des choses qui devraient être mentionnées dans la détermination ou l'évaluation de l'intérêt public dans la divulgation. Renforcer la surveillance, c'est-à-dire les pouvoirs de la commissaire au niveau fédéral. Je crois fermement qu'il devrait y avoir des pouvoirs d'ordonnance, comme on l'a au Québec, comme on l'a en Colombie-Britannique, comme on l'a en Alberta, comme on l'a en Ontario. Je pense que c'est un modèle qui est au niveau fédéral, qui est désuet et qui, d'autant plus, prend énormément de temps, surtout lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui n'est pas très enclin à divulguer l'information aux citoyens. Le modèle fédéral, qui est un modèle d'ombudsman, résulte dans des délais beaucoup trop longs avant de résoudre les plaintes. Encourager une divulgation plus proactive de l'information. Probablement la recommandation la plus importante de ce côté-là, c'est d'avoir une obligation chez les gouvernements de divulguer l'information lorsque c'est dans l'intérêt public, sans égard à savoir s'il y a effectivement une demande d'accès à l'information. C'est quelque chose qui existe en Colombie-Britannique et qui a été utilisé, en fait, lorsqu'il y avait des possibilités de dommages à l'environnement, dommages, possiblement des risques à la vie des personnes. C'est une obligation positive qu'on voudrait imposer au gouvernement lorsque eux sont au courant qu'il y a effectivement un intérêt public dans la divulgation, chose que souvent les citoyens ne peuvent pas savoir. Ajouter des conséquences dans les cas de non-conformité. Nos lois d'accès à l'information à travers le Canada ne contiennent pas de sanctions. Il n'y a aucune mesure vraiment d'amende s'il y a une non-conformité à nos lois. Il y a 2 dispositions criminelles dans la loi fédérale si jamais il y a une entrave aux enquêtes de la commissaire ou si on falsifie ou on détruit ou on cache de l'information de manière délibérée. Il y a une disposition criminelle, mais ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir un spectrum de conséquences qui partirait de la discipline aux amendes administratives et qui irait justement jusqu'à la disposition criminelle,
mais les dispositions criminelles sont souvent très difficiles à établir et il y a des cas où il y aurait vraiment probablement matière à avoir des sanctions plus administratives. Assurer l'examen périodique de la loi, vous savez, la loi sur l'accès à l'information au niveau fédéral n'a pas vraiment fait l'objet d'une réforme en profondeur depuis les années 80. Avoir une révision périodique de la loi serait en fait au moins une obligation statutaire envers les parlementaires de réviser la loi et de s'assurer qu'elle est encore vraiment alignée avec la réalité de la société et la réalité du gouvernement pour éviter qu'on ait en fait ce qu'on a maintenant dans la situation où on est, où on a une loi qui était, j'appelle ça, j'ai envie de l'appeler l'âge de pierre, je l'appellerai l'âge du papier, mais vous comprenez effectivement l'analogie que je fais. Et juste pour vous donner une idée, il y a un organisme canadien qui s'appelle le Centre pour le droit et la démocratie qui a développé un système pour évaluer les lois à travers le monde, parce que maintenant, on en a plus que 100 qui existent. Donc, on a beaucoup de choses avec beaucoup d'autres lois avec lesquelles se comparer. Et le Canada et le Québec se positionnent très piètrement avec les autres cadres législatifs au niveau international. Quelle sorte de risques est-ce que nous avons? J'avais commencé à vous parler de l'obligation de documenter et je veux vous en parler un petit peu plus en profondeur de cette obligation de documenter et de la problématique qu'on retrouve de ce côté-là. On a dans nos deux systèmes, nos deux paliers de gouvernement au Canada ou au Québec, on a des politiques qui finalement obligent les fonctionnaires à documenter le travail qu'ils font, les décisions qu'ils prennent, les actions qu'ils prennent. Par contre, il n'y a pas vraiment d'obligation légale, d'obligation juridique dans nos lois, ni nos lois d'accès, ni nos lois d'archives, pour s'assurer qu'il y a une obligation légale positive pour documenter l'information. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça devient maintenant assez impératif, en fait, d'avoir cette obligation de documenter. Premièrement, parce qu'on en parlait tantôt, la quantité de données qui est transmise dans les différents paliers de gouvernement, si vous le savez, tout le monde qui utilise les courriels, vous savez qu'il y a toutes sortes de séries de courriels, tout le monde ajoute plein d'amis. Quand on est dans un monde de travail, on ajoute plein de collègues, on travaille dans le monde de l'information, on veut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Alors là, les lignes de courriel s'accumulent. Là, votre autre collègue décide de rentrer une autre discussion sur un autre dossier dans la première série de courriels. Et quand il y a des demandes d'accès à l'information, ça devient absolument impossible de retrouver ces documents-là, mais aussi il y a la vitesse à laquelle l'information est créée. Alors, tout le monde fonctionne au point de vue numérique, on fonctionne tous avec les courriels, on fonctionne tous avec la nouvelle technologie. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a personne qui s'arrête pour s'assurer que les documents sont, entre guillemets, classés. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur privé, j'avais quelqu'un qui était ma secrétaire et qui s'occupait de classer mes dossiers. À la fin de la journée, c'était dans des dossiers qui s'en allaient dans un classeur et qui, on savait, c'était classé par ordre alphabétique ou par numéro. Mais maintenant, tout ce qui se fait dans un gouvernement se fait par courriel, se fait électroniquement. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller capter l'information, de la préserver. Et alors là, il y a cette question de volume et de vitesse. Une autre problématique qu'on retrouve, c'est qu'il y a une tendance à l'évitement de la documentation. On a entendu parler dernièrement d'un premier ministre dans une province qui a dit publiquement aux journalistes qu'il préférait faire ses affaires au téléphone pour éviter d'être capté par les lois d'accès à l'information. Alors, il y a une tentative d'évitement pour pouvoir faire du certain travail sans que ça soit couvert par la loi sur l'accès, mais il y a aussi la prolifération des différents outils technologiques. On a tous entendu parler des fameux courriels de Mme Clinton sur son propre système de courriel. C'est une problématique qui existe aussi dans les différents gouvernements. Tout le monde a un téléphone cellulaire, tout le monde a un autre téléphone.
on utilise toutes sortes de différents appareils et c'est difficile de garder l'information gouvernementale et de la préserver justement pour les citoyens, mais aussi pour la postérité. On a aussi des incidents qui sont arrivés très spécifiquement au Canada où il y a eu des destructions volontaires d'informations. On a vu ça en Ontario avec les courriels relativement aux usines, aux usines en Ontario. Et il y a aussi eu les cas en Colombie-Britannique où il y a eu une tentative. En fait, on a effacé 3 fois les courriels pour ne plus qu'ils se retrouvent sur les systèmes des gouvernements. Donc, on a quand même des cas documentés d'instances où des fonctionnaires ou des gens dans les bureaux de ministres ont, en tout cas, les allégations sont que ces gens-là ont délibérément détruit des documents. L'obligation de documenter dans ce contexte-là devient maintenant une préoccupation qui est une préoccupation de tous les commissaires à travers le Canada et c'est en train de devenir une préoccupation au niveau international. L'autre grande préoccupation en ce moment, c'est toute la question de la transparence autour de nos agences qui s'occupent de la sécurité nationale. Vous êtes évidemment au courant que nos agences de sécurité font un certain niveau de surveillance de nos métadonnées. On a eu la Cour fédérale qui a un peu châtié finalement l'Agence de sécurité Service de renseignement canadien parce qu'ils avaient préservé des métadonnées colligées des citoyens canadiens pour une période prolongée. On a au Québec des surveillances qui ont été faites auprès des journalistes. On a eu l'affaire Snowden aux États-Unis qui, en fait, mise au jour toutes sortes de surveillances par les agences de surveillance américaines. Et, en fait, il y a très peu de transparence au niveau des activités des agences de sécurité nationale. C'est maintenant, et ça devient de plus en plus, une très grande préoccupation en matière de transparence gouvernementale. Le dernier dossier, je vous en parle parce que c'est aussi une préoccupation qui avait des ramifications au Québec. L'année dernière, nous avons eu un dossier extrêmement épineux relativement au registre des armes d'épaule. Vous vous souviendrez peut-être d'un certain activiste, M. Bill Clennett, qui était en fait dans ce dossier-là le demandeur d'accès. M. Clennett travaillait avec les gens qui voulaient avoir de l'information sur le registre des armes d'épaule au Québec et au Canada. Il travaillait avec les familles des victimes de la tragédie de l'école de la Polytechnique. Le gouvernement, l'ancien gouvernement, avait passé une loi, avait déposé un projet de loi au gouvernement fédéral pour détruire l'information dans le registre des armes d'épaule. M. Clennett a fait une demande d'accès avant que cette loi-là soit entrée en vigueur. Vous vous souviendrez, au début de ma présentation, je vous ai dit la loi d'accès à l'information quasi constitutionnelle. Si on veut enlever son application, on doit le faire expressément, chose que l'ancien gouvernement n'avait pas fait. J'ai donc fait une enquête suite à une plainte de M. Clennett parce qu'il s'est plaint qu'il n'avait pas reçu toute l'information à laquelle il voulait avoir accès. Le gouvernement, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, a quand même détruit toutes les données dans le registre des armes d'épaule, sauf le registre des armes d'épaule du Québec, qui faisait l'objet, vous en souviendrez peut-être, d'une procédure séparée à la Cour, qui s'est allée jusqu'à la Cour suprême du Canada. Pendant ce temps-là, nous faisions toujours enquête. Nous avons finalement terminé l'enquête. Nous avons recommandé au gouvernement qu'il donne accès à plus d'informations relativement aux données du Québec dans ce registre. Et aussi, j'ai fait une recommandation au procureur général du Canada pour qu'il y ait une enquête criminelle relativement aux actions du gouvernement suite à la destruction des données dans le registre des armes d'épaule, alors qu'il y avait une demande d'accès. Le gouvernement, l'ancien gouvernement, a passé une loi dans la loi du budget pour effacer rétroactivement l'application de la loi sur l'accès à l'information, chose contre laquelle je me suis fortement débattue. Nous avons toujours les dossiers sont devant la Cour supérieure et la Cour fédérale parce que je considère que c'était une atteinte à la règle de droit au Canada
et à la protection de nos droits constitutionnels canadiens. Je l'ai mis ici parce que pour moi, c'est un risque qui reste encore aujourd'hui. C'est la fragilité de nos droits constitutionnels et la vigilance qui est nécessaire justement pour s'assurer que nos gouvernements les respectent toujours. Et je vous le rappelle parce que c'est un dossier qui m'a profondément troublée comme Canadienne, pas juste comme commissaire à l'information. Et j'oublierai jamais à quel point il faut être vigilant, il faut faire preuve d'éthique, il faut se battre lorsque les gouvernements décident de renier, en fait, nos droits constitutionnels, nos droits à notre liberté d'expression, notre règle de droit au Canada, parce que si on laisse des précédents comme ça persister, on risque de leur donner une permission pour s'attaquer à nos droits dans d'autres circonstances. Alors, en conclusion, le droit d'accès à l'information est vraiment un droit quasi constitutionnel. C'est absolument essentiel au fonctionnement de notre démocratie. Comme on l'a dit, ça contribue à la participation démocratique, à la reddition de comptes, mais maintenant à l'efficacité et à l'innovation. Les citoyens ont le droit de s'attendre à avoir une réponse en temps opportun à l'information qu'ils demandent. Les nouvelles technologies, à l'ère de la révolution numérique, a vraiment transformé notre monde. Nos lois d'accès doivent s'adapter. Les initiatives de gouvernement ouvert nécessitent vraiment d'avoir une vision intégrée pour la transparence gouvernementale qui inclut un cadre législatif moderne, un programme de gouvernement ouvert à facettes multiples qui est axé vers l'engagement de la population, une application des politiques des communications qui est alignée avec cette vision-là, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui travaillent dans le milieu des communications, dans les institutions gouvernementales, qui ne veulent donner aucune information aux journalistes lorsqu'on demande des questions de base, c'est évident que ce n'est pas aligné avec une philosophie d'un gouvernement ouvert. Et il va falloir vraiment un effort concerté de nos dirigeants politiques et institutionnels pour effectuer les changements de culture qui vont être requis parce qu'il faut passer d'une culture du secret à une culture de transparence. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour plusieurs questions. Dans la salle, je vous demandais de me faire signe et d'attendre d'avoir le micro pour parler. Et je sais qu'on a beaucoup de monde en ligne qui ont beaucoup de questions. Denis, est-ce qu'on commence par des questions de nos internautes? Oui, est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Alors, on dit d'autres professionnels que les avocats sont tenus au secret professionnel. N'y a-t-il pas exception de la même façon chez vous? Oui, au Québec, je crois que dans la loi du Québec, il y a des dispositions spécifiques pour les ordres professionnels. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve spécifiquement dans la loi fédérale, c'est quelque chose qu'il y a vraiment dans la loi du Québec. Les délais de traitement d'une plainte sont parfois tels qu'ils constituent un délit des droits. Dans le réel, quels sont les délais de traitement de la commissaire à l'information et de la Cour fédérale en appel? Les délais de traitement des plaintes chez nous et les délais à la Cour fédérale, les délais pour les demandes d'accès au niveau fédéral, il y a environ en ce moment, je vous dirais de mémoire, un petit peu plus que 60% des demandes qui sont répondues à l'intérieur de 30 jours. Le reste est répondu à l'extérieur du 30 jours. Au niveau des plaintes au commissariat à l'information, c'est très connu, on a un inventaire très lourd de dossiers en attente. Lorsque les dossiers sont assignés à un enquêteur, les délais sont pour les dossiers administratifs de moins que 90 jours et pour les dossiers plus complexes d'environ 6 mois. Mais ça, c'est une fois que les dossiers sont assignés à des gens. Il y a un délai d'environ 7 mois avant qu'un dossier soit assigné, les dossiers complexes qui soient assignés à un enquêteur. Les dossiers plus simples, les dossiers administratifs sont quand même assignés assez rapidement. On parle de quelques semaines maximum. À la Cour fédérale, d'habitude, lorsqu'on fait une application, on a une audience à l'intérieur de l'année quand même. C'est une cour qui est spécialisée, la Cour fédérale, une cour statutaire. Et les délais, je vous dirais, sont quand même assez raisonnables pour les dossiers à la Cour.
Oui, effectivement. Comme je le mentionnais, une des exceptions dans la loi sur l'accès à l'information, c'est une exception pour la protection des renseignements personnels. Lorsque les lois ont été créées, c'est une exception à la divulgation parce qu'on veut protéger les renseignements personnels des personnes, c'est-à-dire les numéros d'assurance sociale, par exemple, les numéros des cartes de crédit, différentes informations personnelles qui peuvent se retrouver au niveau des relations de travail dans les ministères aussi. C'est de l'information qui est protégée à travers la loi sur l'accès à l'information. Il y a quand même cet équilibre qui existe là, entre les deux protections. Oui, bonsoir. Ma question concerne en fait l'accès à l'information pour les journalistes. Compte tenu de ce que vous venez de dire, là je lis le premier point, l'accès à l'information est un pilier essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous donnez un accès privilégié aux journalistes quant au dossier d'accès à l'information, compte tenu de leur rôle, du rôle qu'ils jouent en démocratie? C'est une bonne question. Il n'y a pas d'accès privilégié, certainement au niveau fédéral. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus au niveau provincial. L'anonymat, en fait, du demandeur est quelque chose qui est protégé dans nos lois. Peut-être pour éviter l'effet inverse ou l'effet pervers, c'est-à-dire que les demandes d'accès des journalistes seraient retardées parce que c'est des journalistes. Alors, l'anonymat a toujours été une valeur très importante dans les demandes d'accès à l'information. Aux États-Unis, ils ont quand même une certaine exception au niveau des frais. C'est-à-dire les journalistes, certains académiques peuvent demander un traitement privilégié au niveau de l'application des frais. Mais autrement, il n'y a pas de protection privilégiée pour les journalistes. Oui, au niveau des... Tantôt, vous parliez des open data, divulgation proactive. Est-ce que c'est un concept qui est mis en place présentement à différents ministères ou c'est... Il y a quand même plusieurs initiatives au niveau des données ouvertes qui ont été faites par l'ancien gouvernement fédéral. Ils se sont joints au Open Government Partnership. Ça, c'est une organisation vraiment internationale où les gouvernements doivent avoir des plans d'action, doivent faire certaines actions en matière de transparence gouvernementale, incluant les données ouvertes. Et l'ancien gouvernement avait quand même pris plusieurs initiatives. Ils ont créé un portail central. Ils ont mis énormément de données numériques sur ce portail central. Et c'est ce qu'ils ont fait surtout. Depuis ce temps-là, il n'y a pas nécessairement eu beaucoup d'initiatives, mais je sais que c'est quelque chose qui est encore très, très discuté. On veut aller de l'avant avec ce genre d'initiative-là au niveau, mais là, on revient à la protection des renseignements personnels. En fait, quand les banques de données ont été créées et qu'on veut les divulguer après, sans avoir vraiment pensé à la divulgation au moment de la création, on peut avoir des difficultés avec les banques de données si elles contiennent des renseignements personnels, etc. C'est pour ça que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir un design au niveau des banques de données au moment où elles sont créées pour s'assurer qu'elles sont prêtes à la divulgation et qu'elles sont prêtes à la manipulation et la réutilisation. Alors, je pense qu'on est encore au niveau des balbutiements de ce côté-là, mais on voit beaucoup d'initiatives au niveau municipal, provincial et fédéral de ce côté-là. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. On a d'autres questions en ligne? Oui, question en ligne. Question de philosophie politique. Est-ce vraiment possible de concilier l'intérêt public avec les intérêts ultra-partisans des partis politiques qui cherchent constamment à orienter la divulgation de l'information en fonction de leurs intérêts partisans? Question très, très difficile. Une des choses qu'on tente toujours de faire en matière d'accès à l'information, c'est un peu d'isoler nos gens qui répondent aux demandes d'accès à l'information de nos acteurs politiques. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans les ministères en matière d'accès à l'information devraient être aptes, devraient être délégués avec suffisamment de responsabilités pour pouvoir prendre les décisions en matière de divulgation des documents gouvernementaux sans qu'il y ait d'ingérence politique. Et c'est vraiment la théorie du système, c'est la même théorie au niveau québécois qu'au niveau fédéral.
Nous avons, au niveau fédéral, vécu 2 cas particuliers où on a fait une enquête où il y avait eu vraiment de l'ingérence du bureau de ministre. C'était des dossiers très, très, très spécifiques où on a vraiment eu quelqu'un dans le bureau de ministre qui a arrêté la divulgation de l'information. C'est quelque chose qu'on a vu très, très rarement. Mais oui, effectivement, il faut séparer ces fonctions de partisanerie politique. C'est très difficile, mais je vous dirais qu'au niveau fédéral, suite à l'enquête qu'on a faite, il y a eu un certain refroidissement de la part des politiciens de s'ingérer dans les décisions en matière d'accès. Et c'est quelque chose qu'il faut s'assurer d'instaurer dans les institutions. Quand je parle de changement de culture, il faut que les gens apprennent à laisser ces gens-là faire leur travail parce que de toute façon, ils appliquent une loi. On applique une loi. C'est pas juste pour le plaisir, là, la loi d'accès à l'information. C'est une loi qu'on doit respecter, comme les lois sur le financement dans les institutions, les lois sur l'octroi des contrats. Ce sont des lois qu'on doit respecter. Est-ce qu'il y a des mesures faites ou qui seront faites pour justement l'usage des médias sociaux? De quelle façon? Ça veut dire que quand on reçoit une demande d'information qui concerne tracer une information qui est déjà dans les médias sociaux d'un journaliste ou d'une émission, est-ce que vous considérez ça comme une information, comment je peux reformuler ça? Oui, je prends un exemple. Admettons, il y a des tweets sur Twitter d'un journaliste. Le journaliste, lui, il est responsable normalement de ces tweets, mais des fois, on reçoit une demande d'accès pour avoir accès à son compte et puis surtout à des gens qui ont été bloqués dans son compte. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens-là. C'est parce qu'à la fois, le compte il est public de journaliste, mais en même temps, on reçoit une demande de la personne qui voulait accéder aux gens qui sont déjà bloqués dans son compte. Je n'ai pas personnellement eu cas d'un tel dossier, donc je ne peux pas vraiment en parler. Ce n'est pas une problématique que j'ai rencontrée à date. Si j'avais des dossiers en cours d'enquête, je ne pourrais pas en parler parce que c'est des enquêtes qui se font d'une manière confidentielle, mais je n'ai pas de dossier, en tout cas terminé, où une problématique de la sorte serait survenue. Premièrement, ce qu'il faut établir, c'est quand il y a une demande d'accès, c'est si l'information est sous le contrôle d'une institution gouvernementale. Il faut que ça soit, ça ne peut pas être l'information de n'importe qui, c'est de l'information du gouvernement. Alors, il faudrait que ça soit peut-être une demande d'accès à Radio-Canada, par exemple, quelque chose comme ça. Si on parle d'un journaliste, il faudrait que ça soit quelque chose comme ça. C'est ça. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder devant une situation particulière. D'accord, merci. À venir, peut-être. Oui. Comment faites-vous pour éviter toutes formes de conflits d'intérêts avec vos patrons, que sont le Sénat, par exemple, ou les membres de la députation à Ottawa? Les conflits d'intérêts, personnellement, je suis soumise là, à la loi sur les conflits d'intérêts au niveau fédéral. Il y a une commissaire aux conflits d'intérêts. J'ai des interactions toujours très professionnelles avec les membres du Parlement. Je comparais devant les comités parlementaires. Je réponds à leurs demandes s'ils veulent avoir de l'information, des sessions de brefage sur l'accès à l'information. Mais autrement, j'ai très peu de contacts personnels avec des membres du Parlement. Si jamais j'avais un conflit d'intérêts, c'est quelque chose qu'on déclare. C'est certain qu'il y a certaines personnes que je connais ou certaines personnes que je connais dans la fonction publique fédérale de par mes fonctions antérieures. Et lorsque les dossiers entrent au commissariat, en général, je les vois. C'est très rare que je ne vois pas les dossiers qui rentrent. J'ai tendance à être une lectrice avide, donc
je lis probablement plus que la majorité des chefs d'agence, mais je vois s'il y a le nom d'une personne et si je considère qu'il y a un conflit d'intérêt, on a un système au commissariat où je n'ai pas accès à ce dossier-là et c'est la commissaire adjointe ou l'avocate générale qui vont transiger avec cette enquête-là. Alors ça, c'est une procédure qu'on a au commissariat là, si jamais il y a un conflit d'intérêt avec un certain plaignant. Dans la population, lorsqu'on entend parler de demande d'accès à l'information, c'est souvent à travers la voix des journalistes. Et on peut avoir l'impression que les journalistes sont de très grands usagers de ces mécanismes d'accès à l'information. Dans les faits, qui sont les gens ou les organisations qui font de telles demandes? Est-ce que vous avez des données sur la distribution des demandes par catégorie de requérants, des journalistes, des lobbies, des entreprises, et ainsi de suite? Qui sont les usagers de ces mécanismes-là? Au niveau fédéral, il y a des données qui sont colligées à chaque année par le secrétariat du Conseil du Trésor et qui sont publiées. On a remarqué depuis environ 2 ans, 3 ans même, je dirais, il y a eu vraiment un changement dans la dynamique au niveau des demandeurs d'accès à l'information au niveau fédéral. Ce sont maintenant, la majorité des demandes proviennent des membres du public. Avant, c'était il y a une catégorie membres du public, il y a une catégorie gens d'affaires, il y a une catégorie journalistes, il y a une catégorie académique. D'habitude, les journalistes, les académiques, en fait, ne sont pas très élevés au niveau des demandes générales. Au niveau des gens d'affaires, souvent, c'était des avocats. Au niveau fédéral, il y a une très, très grande partie des demandes d'accès qui sont faites à Citoyenneté et Immigration Canada, qui sont faites par l'entremise d'avocats parce que c'est souvent des gens qui veulent avoir de l'information sur leur statut d'immigration ou leur statut de réfugié au niveau fédéral. Donc, ils doivent passer par l'entremise d'avocats. Alors, on avait cette grande catégorie qui était d'ailleurs historiquement la plus grande catégorie. Mais depuis 2-3 ans, il y a eu vraiment un changement et ce sont les membres du public. Et chez nous, au niveau des plaintes, j'ai remarqué exactement la même dynamique. On avait plusieurs journalistes qui connaissaient peut-être un peu plus le système, qui faisaient des demandes, des plaintes chez nous. Mais maintenant, on a beaucoup, beaucoup de membres du public qui sont des gens qui vont demander une information très spécifique par rapport à telle activité ou tel ministère, souvent qui les concerne personnellement, mais on en a de plus en plus. Il y a eu vraiment un changement au niveau de la dynamique en matière d'accès. Est-ce qu'on a encore 2-3 questions en ligne? Oui. Pardon, à votre connaissance, quels sont les systèmes de classement des données actuellement disponibles du côté du gouvernement? Le système de classement des données, je ne suis pas certaine que je comprends cette question-là. Je la pose comme je la reçois, madame. Je ne sais pas à quoi on fait référence de ce côté-là. Est-ce qu'on parle des documents classifiés top secret, secret, au niveau fédéral? La poser la question va récidiver, ça ne sera pas très long. Je peux y aller avec une autre question dans l'intervalle, si vous le souhaitez. Est-ce possible d'avoir un exemple concret de demande d'accès à l'information qui serait relié au milieu pharmaceutique et à Santé Canada? Au niveau de Santé Canada, il y a vraiment une problématique assez particulière qui implique les grandes pharmaceutiques. Il y a, comme vous pouvez vous l'imaginer, des demandes d'accès qui sont faites pour avoir de l'information au niveau des brevets qui sont octroyés, les conditions sous lesquelles les brevets sont octroyés, les dates auxquelles les brevets sont octroyés. Et on voit souvent les différentes grandes pharmaceutiques demander de l'information relativement à ces différents brevets. C'est souvent de l'information qui est très litigieuse. On a quand même, ça arrive qu'il y a des dossiers à la Cour fédérale dans cette ère-là industrielle. Là. Il y a quand même, vraiment, c'est une problématique particulière à Santé Canada. Pour en revenir au système de classement, la dame faisait référence au courriel. Au courriel. À savoir si les courriels sont classés. Il n'y a pas vraiment de système spécifique pour les courriels. Ils sont assujettis en fait aux mêmes règles, c'est-à-dire qu'au niveau fédéral, on doit garder les documents qui sont sans égard à leur support, leur plateforme électronique ou numérique.
on doit garder tous les documents qui sont nécessaires pour documenter les actions et les décisions des gouvernements pour s'assurer du respect des lois d'accès à l'information, entre autres. Et on a le droit de se départir des documents qu'on considère transitoires. Et pour encadrer tout ça, chaque institution gouvernementale ont des ententes avec les archives nationales au niveau fédéral pour savoir, par exemple, chez nous, les documents, les dossiers d'enquête, on doit les garder pendant combien d'années, quels dossiers qu'on garde, si on les garde plus longtemps, dans quelles circonstances. Alors, c'est vraiment des ententes qu'on doit développer avec les archives nationales et ça dépend de chaque type d'information, que ce soit par courriel ou que ce soit des documents papier, les mêmes règles s'appliquent. Mais les règles peuvent différer dépendamment de la substance de l'information et des différents programmes dans les différents ministères et des différentes ententes qu'ils ont avec les archives nationales. On a encore une ou deux questions en ligne pour La conclure? dernière, mais non la moindre. Commentaire sur l'accès privilégié des journalistes. Ne peut-on pas poser la même question pour les chercheurs qui ont besoin d'informations et de données et qui jouent aussi un rôle social important dans la société? Tout à fait. La même problématique se pose aussi, par exemple, avec les populations autochtones. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens veulent obtenir de l'information. Je vous dirais, par expérience, pour avoir vu plusieurs demandes d'accès et plusieurs plaintes, mon souhait le plus profond, en fait, en matière d'accès à l'information, c'est qu'on ait suffisamment de ressources et d'intentions positives dans les gouvernements pour répondre aux demandes d'accès rapidement, sans égard à d'où les demandes viennent, et que deuxièmement, le commissariat à l'information ait suffisamment de ressources aussi pour enquêter d'une manière rapide, pour traiter les dossiers de plainte. Mais il y a beaucoup d'intérêt dans différents domaines pour accéder à l'information. Et je ne suis pas certaine qu'on peut les classer par ordre d'importance. Je pense qu'il y a plein de gens, plein de citoyens qui considèrent leur demande d'accès aussi à un très, très haut niveau d'importance. Et je pense qu'on aurait de la difficulté à classer les différents intérêts. Chose certaine, il faut s'assurer qu'on ait un système qui soit suffisamment ressourcé, efficace et intentionné pour répondre aux demandes en temps opportun, quelle que soit l'identité des demandeurs. À la demande générale, comment la loi d'accès à l'information se conjugue-t-elle avec la protection des renseignements personnels, autre condition de l'exercice de la démocratie? Les deux fonctionnent très, très bien de manière parallèle. Comme je vous l'explique, la loi sur l'accès à l'information contient une exception pour protéger les renseignements personnels. Et ça fonctionne très bien. Ça fait plus de 30 ans que les deux lois existent et ça a toujours très, très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de divulgation de renseignements personnels inappropriés en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Le commissaire à la vie privée s'occupe de la protection des renseignements personnels d'une manière beaucoup plus spécifique. Nous, c'est une exception à une divulgation plus générique. Et ça fonctionne et ça a fonctionné très, très bien depuis plus de 30 ans. Alors, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai 30 secondes de votre attention. N'oubliez pas votre petit questionnaire d'évaluation. Vous pouvez le déposer sur la table qui se trouve à la sortie, près de la porte, là où vous êtes rentré. Pour nous suivre, je vous donne rendez-vous sur toile.coop, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn pour être tenu au courant de nos activités. Ne soyez pas surpris si je vous accroche avec la caméra de notre collègue Tayaout Nicolas. On va faire un petit vox pop sur ce que vous avez pensé. Alors, merci de participer. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Ce sera le 21 décembre, juste avant Noël. Et nous parlerons de YouTube avec Guy Bolduc. Merci et bonne fin de soirée.